Donc, merci d'abord au président Jean-Claude Bande de m'avoir convié à cette assemblée. Et donc, le sujet que je vais vous traiter, c'est le bonapartisme après Napoléon, ou plutôt, c'est pas tout à fait la même chose, quel bonapartisme au pluriel après les Napoléons, puisque les Napoléons ne se réduisent pas, comme vous le savez, au premier, décédé en 1821, et au second décédé en 1873, mais on ne peut pas traiter le sujet si on ne prend pas en compte le roi de Rome, Napoléon II, qui a régné formellement quelques jours, enfin pas vraiment, qui est décédé en 1832, et surtout le quatrième, le fils de Napoléon III, mort sous uniforme britannique en Afrique du Sud en 1879, et les historiens considèrent généralement que son décès coupe le fil du courant bonapartiste. Et donc la question qu'on va poser, la question générale de cette conférence, c'est qu'est-ce que devient un courant politique identifié à une dynastie quand décède le dernier prétendant légitime à la couronne? Est-ce qu'il peut se survivre? Alors ça a l'air simple, mais les choses se compliquent si on prend en compte la définition du bonapartisme, si on ouvre les dictionnaires. Si vous ouvrez un dictionnaire usuel, de Robert, par exemple, ou Larousse, vous ouvrez bonapartisme et vous avez la réponse suivante: attachement à la dynastie et au système politique des Bonapartes. Et le dictionnaire continue: la première fois que ce mot apparaît, semble-t-il, c'est en 1815, donc très tôt, sous la plume d'un pamphlétaire libéral, Paul-Louis Courier, qui est un écrivain très connu à cette époque, que plus personne ne lit aujourd'hui, mais très connu dans les années 1820. Et Paul-Louis Courier proposait une deuxième définition: système de gouvernement de Bonaparte et de ses partisans. Et donc, vous voyez, il y a deux sens à la définition du bonapartisme. Le premier, donc attachement à la dynastie, ça fait du bonapartisme plutôt un napoléonisme, l'attachement à une personne, qui peut être un attachement sentimental, à Napoléon Ier, à son fils unique, et éventuellement à sa descendance, à une famille. Si vous prenez le deuxième sens, système de gouvernement des Bonapartes, vous voyez que la définition est beaucoup plus large, puisque si vous prenez cette seconde définition, ça envisage la possibilité que ce système de gouvernement soit approprié par d'autres et soit reproductible, avec quelques principes que vous trouvez dans le livre d'histoire: gouverner en position centrale, ce qui ne fait pas de Napoléon un centriste, mais en position centrale, ni bonnet rouge ni talon rouge, aimait-il répéter, un régime autoritaire mais corrigé par le plébiscite, ordre et progrès, des choses comme ça. Et puis encore un troisième sens, qui fait que les choses sont quand même compliquées, dérivé du second, mais beaucoup plus large, qui a été proposé par des historiens plutôt récemment, enfin depuis la Seconde Guerre mondiale. Le premier, c'est Raymond Aron, dans des textes qui datent d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, écrits à Londres. Et le second, alors beaucoup plus connu, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, c'est très grand historien, d'ailleurs René Raymond, qui a fait un très célèbre livre qui a été réédité 4 fois. Première édition en 1954, c'est La droite en France, de 1815 jusqu'à nos jours. Et alors ce livre a été un énorme succès de librairie, il a été traduit en de nombreuses langues, il a été réédité. Et René Raymond, alors sa grande idée, à laquelle il a tenu jusqu'à sa mort, il a toujours défendu ça jusqu'à ses derniers jours, il a dit: il n'y a pas une droite en France, il y en a 3, dont il date la naissance à la Révolution française et à l'Empire. Il dit: il y a une droite légitimiste, qui s'est d'abord reconnue dans les Bourbons, mais attachée à l'Ancien Régime. Il y a une droite orléaniste, qui s'est identifiée au règne de Louis-Philippe, donc un gouvernement au centre, si vous voulez, et il y a une droite bonapartiste, qui est héritée du Premier et du Second Empire. Et il dit, ces 3 droites matricielles irriguent la vie politique française au XIXe, mais aussi au XXe siècle, puisque si l'on suit René Raymond, le gaullisme est le dernier en date des bonapartismes. Ça, c'est la thèse qui est la sienne. Et donc, cette conférence va s'organiser autour de 2 questions. Alors la première: quel est le contenu du napoléonisme, c'est-à-dire l'attachement à la dynastie, le 1, le 2, le 3, le 4, après 1815, après 1821, après 1870 et surtout après 1879, quand meurt le dernier légitime. Puis la deuxième question, c'est: est-ce qu'il y a un bonapartisme après la mort du dernier prétendant, 1879, et un bonapartisme détaché de la famille, autour duquel s'organiserait un courant politique, alors qu'il serait réincarné dans le boulangisme, les ligues, le gaullisme, voire même, si l'on en croit un journaliste
Alain Duhamel, que vous connaissez tous, Alain Duhamel dit Nicolas Sarkozy puis Emmanuel Macron ont représenté une réincarnation du bonapartisme. Ce qui personnellement ne me convainc absolument pas, mais c'est ce que Alain Duhamel a écrit dans plusieurs livres qu'il a publiés récemment et dans ces toutes dernières années. Voilà. Alors, première partie, donc les napoléonismes du 19e siècle, donc de la fin du Premier Empire, 1815, jusqu'à la mort du fils unique de Napoléon III, le prince impérial, en 1879. Alors, quelle est la nature de ce napoléonisme au 19e siècle? Alors, René Raymond, je viens de vous le dire, le classait à droite. C'est une des trois droites, légitimiste, bonapartiste et orléaniste. Chacune s'identifie à une famille, les Bourbons, les Orléans, les Bonaparte, et puis à côté, il y a un quatrième parti que lui, il classe à gauche, c'est le Parti républicain. Voilà, il dit, et la vie politique en France, tout le 19e siècle s'organise autour de ça. Alors, vous avez un autre historien, Gilles Candard, qui est un biographe de Jean Jaurès, donc plutôt un historien du socialisme. Lui, il est différent puisqu'il classe le bonapartisme à gauche jusqu'en 1848 au moins. Donc, voilà une querelle. Alors, on va essayer de l'aborder et de la trancher. Alors, d'abord, quel est le contenu du premier bonapartisme, qui est plutôt un napoléonisme, après la chute de Napoléon Ier et après sa mort à Sainte-Hélène? Alors, très clairement, c'est un bonapartisme qui s'organise autour de la légende napoléonienne, dont vous avez tous entendu parler, hein, c'est-à-dire bien sûr le mémorial de Sainte-Hélène quand il est publié, peu de temps après la mort de l'empereur, mais surtout autour de toute une meubloterie d'objets, hein, des tabatières, des cravates, des colifichets, des chansons, des anecdotes plus ou moins miraculeuses. Dans une de ses chroniques, Stendhal raconte par exemple que dans la ferme d'un paysan de la région de Grenoble, une poule aurait pondu un œuf aplati d'un côté, et sur le côté aplati de l'œuf, il y aurait un écu de 5 francs avec la physionomie de Napoléon. Et la conséquence, c'est que le propriétaire de la poule et la poule elle-même sont arrêtés et mis en prison pour offense au roi. Ça se passe sous le règne de Louis XVIII. Donc, alors ça fait partie de ces choses plus ou moins merveilleuses. C'est dans une chronique de Stendhal, mais c'est tout à fait typique de ce début du bonapartisme après la mort de l'empereur. Mais on peut dire que politiquement, au-delà de l'attachement à la figure de Napoléon Ier, le contenu de ce bonapartisme sentimental ou de ce napoléonisme, c'est un contenu qui relève du libéralisme politique et qu'il faut donc classer à gauche ou au centre-gauche. Et donc la gravure que je vous propose, alors c'est une gravure qui est dans une édition des mémoires de Guizot, Guizot ayant été un premier ministre de Louis-Philippe, donc entre 1830 et 1848, et Guizot a écrit des mémoires sur le 19e siècle qui sont passionnantes, et dans ces mémoires, vous avez cette gravure, alors c'est les 5 parties de la France en 1831, c'est-à-dire après la chute de Charles X et le début de la monarchie de Juillet, qui sont classés de gauche à droite. Alors, à l'extrême droite, mais c'est assez anachronique, mais à l'époque, on parle du côté droit, vous avez le partisan des Bourbons. On le reconnaît, il a un air grincheux. Bon, il n'est pas content puisque Charles X vient de tomber, redingote haute forme, et il est flanqué à sa gauche d'un autre partisan des Bourbons, mais un peu plus modéré puisqu'il regarde vers le suivant, qui est au centre, qui représente ce que l'on appelle à l'époque le parti du juste milieu. Alors, on n'appelle pas le parti du juste. Alors, il est, vous voyez, celui qui a l'embonpoint le plus conséquent. Il a l'air de bien vivre, donc c'est en quelque sorte le règne de la bourgeoisie. Et puis, quand vous allez du côté gauche, vous avez alors à l'extrême gauche le républicain, donc plutôt l'air rebelle, une moustache, un chapeau un peu cabossé, et là vous avez le bonapartiste, selon Guizot, qui est classé ici. Donc, alors, il a une allure plus ou moins militaire, une moustache, une allure martiale, une redingote, et donc si on suit le dessinateur de 1831 et Guizot qui le donne la place à cette gravure dans ses mémoires, il classerait donc les bonapartistes au centre-gauche. Et d'ailleurs, quand on lit ce qu'écrit Guizot, il dit le parti bonapartiste, qui est classé donc à la gauche du juste milieu, donc à la gauche de Louis-Philippe, c'est un parti qui représente à la fois la gloire nationale, on comprend pourquoi, la garantie révolutionnaire, donc ça c'est l'attachement, la déclaration des droits, l'égalité civile, etc., et le principe d'autorité, qui cumule pratiquement tous les avantages. Et donc ce bonapartisme d'après 1815, je dirais jusqu'en 1848, au moins c'est un bonapartisme qui, à mon sens, doit être classé plutôt
au centre-gauche, si l'on veut absolument parler en termes de classification, mais en tout cas, les gens de l'époque le font aussi, et il s'inscrit dans le champ du libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est l'attachement à un État constitutionnel, à un Parlement souverain qui vote le budget, des choses comme ça. Et ce classement, en cela, je suis pas tellement d'accord avec René Raymond. Ce classement, vous le trouvez, à mon sens, très bien justifié dans une étude que vous connaissez peut-être. C'est une étude d'un historien d'Aix-en-Provence, une enseigne à Sciences Po Aix-en-Provence, qui s'appelle Walter Bruyère, trait d'union Hostel. Il a écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle La Grande Armée de la Liberté. Et son livre est tout à fait passionnant, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de suivre le destin, quand il trouve les fiches et les documents nécessaires, bien sûr, ce qui n'est pas le cas de tous, de plusieurs centaines d'officiers de la Grande Armée. Qu'est-ce qu'ils deviennent après la chute de l'Empire? Alors, il y en a des milliers, mais il a trouvé des documents fiables sur 6 à 700 d'entre eux seulement. Mais c'est un échantillonnage suffisant pour fonder une démonstration. Et il y a un chapitre très intéressant de son livre, c'est le chapitre sur les Trois Glorieuses. Vous savez, cette insurrection qui renverse la monarchie de Charles X en 3 jours, donc en juillet 1830. Et on sait qu'il y a à peu près 7 à 8 000 insurgés dans la ville de Paris. Et sur les 7 à 8 000 insurgés, il y en a un tiers qui a connu le métier des armes. C'est-à-dire qu'en fait, qui sort de l'armée, et vous avez là-dedans, il a identifié 300 anciens officiers de la Grande Armée, alors compris quinzaine d'années depuis la chute de l'Empire, mais plusieurs centaines d'officiers qui jouent un rôle moteur dans l'insurrection, puisqu'ils savent où il faut placer les barricades, ou comment il faut croiser les feux, etc., comment il faut retarder une troupe qui avance, comment il faut défendre une position. Et ils jouent également un rôle dans la modération des désordres. Par exemple, il y a un d'entre eux qui va s'opposer au pillage des biens de la famille royale, il y en a un autre qui va éviter qu'il y ait des débordements. Et donc, quand on regarde bien le récit des Trois Glorieuses, qui pour ma part m'a toujours étonné que ça se passe aussi facilement en 3 jours, il y a un encadrement militaire extrêmement fort, de plusieurs centaines d'officiers qui participent à la lutte contre l'ennemi éternel à leurs yeux, c'est-à-dire les Bourbons. C'est la lutte contre les Bourbons. Les Bourbons, c'est Louis XVIII, c'est Charles X, c'est ceux qui ont chassé l'empereur, c'est ceux qui sont revenus dans les bagages de l'ennemi, donc c'est l'ennemi à abattre. Et donc ils participent de grande gaieté de cœur à cette insurrection, mais en même temps, c'est pour ça que je préfère les appeler des napoléonistes que des bonapartistes, ils ne sont pas réellement convaincus de la restauration d'un prétendant de la dynastie Napoléon. On crie sur les barricades des Trois Glorieuses, vive Napoléon II. Ça a été enregistré dans plusieurs endroits de Paris. On crie vive Napoléon II, qui est encore en vie en Autriche, où il mourra 2 ans après. Mais ces officiers qui, par exemple, jouent un rôle majeur dans l'insurrection, ils sont pas du tout, ils sont pas du tout déterminés. Ils sont pas du tout, c'est pas évident. Ils sont pas du tout partisans de ça. Et en fait, ils vont jouer la solution Louis-Philippe. Parce qu'à leurs yeux, Louis-Philippe, c'est le compromis entre l'ancien régime et le nouveau, entre la révolution et l'ordre. Ça sera le juste milieu. Voilà. Donc l'homme qui à la fois restaure une monarchie, mais d'une autre dynastie, celle des Orléans, plus favorable à la révolution, qui garantit les conquêtes de la révolution tout en continuant un principe monarchique, qui va faire revenir les cendres de Napoléon, enfin de Sainte-Hélène, jusqu'aux Invalides où c'est aujourd'hui. Donc c'est une formule qui leur convenait tout à fait, et ils sont pas du tout convaincus de la nécessité de restaurer Napoléon II ou un autre. Les frères de Napoléon, beaucoup sont encore en vie à ce moment-là. C'est pas du tout l'option qui est à l'heure. Et donc, en fait, c'est un libéralisme politique, ce napoléonisme jusqu'en 1830, qui a un attachement sentimental envers la figure de l'empereur pour ceux qui l'ont connu, mais qui n'est pas du tout partisan d'une continuité de la dynastie qu'il faut mettre un Napoléon au pouvoir, puisqu'ils vont jouer la carte Louis-Philippe en 1830. Alors, deuxième temps de ma première partie, après 1830. Bah, vous le savez tous que le bonapartisme, le courant politique, la dynastie, la prétention dynastique va se restructurer autour de Louis-Napoléon Bonaparte, donc c'est-à-dire un neveu, puisque Napoléon II est mort en 1832 en Autriche, Joseph est mort en 1844, Louis Bonaparte décède en 1846, Jérôme n'a pas droit à la couronne, donc c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va incarner le courant. Et lui, vous le savez sans doute, il va inventer une doctrine, puisqu'il va écrire des livres, dans un livre qui s'appelle Des idées napoléoniennes, quand même un livre qui a 6 traductions à l'étranger, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, 3 éditions françaises, où il s'affirme partisan d'un empire libéral,
C'est-à-dire un empire qui instaurait un État avec séparation des pouvoirs, même si évidemment à ses yeux l'exécutif de l'emporter, mais avec des droits du Parlement qui soient garantis. En fait, il s'inspire de la dernière constitution du Premier Empire, les actes additionnels de 1815, quand l'Empire essayait d'évoluer en empire libéral. Puis il écrit un deuxième livre, 1844, de l'extinction du paupérisme, où là, il s'affirme socialiste. C'est-à-dire qu'il est à la fois libéral, socialiste et partisan d'un régime à poigne, et donc il couvre quand même tout le spectre politique, ce qui est tout à fait typique du bonapartisme, puisqu'il ratisse effectivement très largement aspiration sociale, autorité, libéralisme économique. Alors après, est-ce que les trois peuvent se concilier? Ça, c'est une autre histoire. Mais dans le livre, en tout cas, dans ses livres, il entend les concilier tous les trois. Alors, je m'attarde pas sur cette question, puisque la suite, vous la connaissez. Une nouvelle révolution en 1848 met fin au règne de Louis-Philippe. Et cette fois, il n'y a plus d'agitation bonapartiste. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République en décembre 1848 avec 74% des voix, sans faire campagne. Et comme le dit Victor Hugo, qu'il aime bien à ce moment-là, il n'a pas besoin de faire campagne, sa candidature date d'Austerlitz. Effectivement, tout est dit, nul besoin de faire campagne, son nom suffit à lui offrir la voie vers le pouvoir. Et donc clairement, c'est un Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République de l'histoire de France, qui rallie le parti de l'ordre, les notables, qui veulent que l'ordre règne, mais il conserve en même temps, c'est un en même temps à sa façon, un très fort soutien populaire pendant cette période. Alors je ne ferai pas ici l'histoire du Second Empire, qui est le plus long des régimes napoléoniens, mais pour la suite de cette histoire, c'est sous le Second Empire que se marque une rupture, une bascule définitive. Clairement, c'est sous le Second Empire que les partisans de Napoléon III vont être repoussés vers la droite de l'échiquier politique, la moitié gauche de l'échiquier étant assurée par le Parti républicain. Et quand je dis parti, c'est au sens du 19e siècle, c'est pas un parti avec des cartes d'adhésion, des bureaux nationaux, des choses comme ça, c'est une tendance d'idées, ce qu'on appelle la tendance républicaine. Clairement, la gauche, c'est les républicains, la droite, pour simplifier, c'est les partisans de Napoléon III, d'autant qu'ils s'appuient énormément sur d'anciens orléanistes, des anciens ministres de Louis-Philippe, Rouher par exemple, qui est un pilier des gouvernements de Napoléon III, est un ancien cadre du régime de Louis-Philippe. Il faut ajouter à ça que le talent de Victor Hugo en exil, qui accable le régime de Napoléon de ses flèches, ne contribue pas à sa popularité. Et donc la fin sans gloire du Second Empire, Sedan n'est pas Waterloo, ce n'est pas une défaite glorieuse comme l'était la première, va gonfler la légende noire de la dynastie Napoléon, servie par l'immense talent de Victor Hugo et d'Émile Zola dans ce roman La débâcle. Alors ça m'amène à la seconde partie, de 1873 à nos jours. Que devient le bonapartisme? Alors, première chose qu'il faut dire, c'est que dans les premières années de la Troisième République, donc après 1871, les années 1873, 74, etc., il y a un fort courant bonapartiste, très visible dans les résultats électoraux de ces premières années de la République. Et ce courant bonapartiste est très implanté dans les départements ruraux du sud-ouest de la France, le Gers, la Dordogne, les Landes, le Lot-et-Garonne, avec des dynasties d'élus bonapartistes qui vont succéder jusqu'à quasiment à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez par exemple la famille de Cassagnac, Bernard de Cassagnac, Paul de Cassagnac, Paul-Julien de Cassagnac. Ça commence dans les années 1870 et ça nous mène quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui sont des élus locaux du Gers et qui se réclament du bonapartisme, qui sont députés, qui sont conseillers généraux, qui sont sénateurs, parfois les deux à la fois, 2 sur 3. Mais là, vous avez un vrai courant, et c'est un courant qui va se désagréger progressivement après la mort du prince impérial en Afrique du Sud en 1879. D'ailleurs, l'ironie de cette histoire, c'est que le prince impérial était allé mener cette campagne militaire en Afrique du Sud pour se donner, je dirais, une stature militaire qui était indispensable au nom qu'il portait, et que il a été abandonné par son escorte britannique et il est mort dans les conditions que vous savez. Mais clairement, la mort du prince impérial coupe le fil. Il n'y a plus d'héritier direct. Et donc, qu'est-ce que va devenir le bonapartisme? Son électorat va être, je dirais, va se dissoudre dans le parti radical, enfin dans le radicalisme. C'est-à-dire ce courant du centre-gauche très fort dans les campagnes, clairement, il est absorbé par le radicalisme, et son sommet, c'est-à-dire ses élus,
vont s'absorber dans le côté droit du Parlement. Alors, si vous voulez, les droites de gouvernement, les droites conservatrices, si vous préférez. Donc, dissolution dans les droites conservatrices au sommet, dissolution dans le radicalisme à la base. Et donc, c'est un courant qui se désagrège. Et depuis cette époque, depuis cette désagrégation du parti L'Appel au peuple, qui était le parti napoléonien, dans les années 1880, jusqu'en 1890, après il n'en reste plus grand-chose. Vous aurez quelques formations napoléonistes, mais elles ne mèneront qu'une existence végétative. Alors vous avez bien sûr le fameux comité central bonapartiste, fondé à Ajaccio en 1908, qui va fournir toute une série de maires de la capitale de la Corse, Pascal Rossini, Charles Ornano. Vous avez toujours des membres du comité central bonapartiste au conseil municipal d'Ajaccio aujourd'hui, mais clairement c'est un courant qui ne revendique pas le pouvoir. C'est une spécialité corse, à côté du saucisson figatelou et des choses comme ça, et c'est un parti qui va faire des coalitions avec les gaullistes, puis avec le MoDem, c'est-à-dire avec des partis qui représentent, je dirais, la droite de gouvernement ou le centre droit en Corse, et donc il va, je dirais, faire des combinaisons politiques locales dans la mairie d'Ajaccio ou au conseil général de la Corse, mais il ne va pas prétendre exercer le pouvoir à l'échelle de la France. Alors, ça m'amène donc à la dernière grande question, et c'est la question décisive. Y a-t-il un bonapartisme possible sans prétendant autour duquel peut s'organiser un courant politique? Alors, on l'a vu en introduction, certains historiens le pensent. René Raymond est persuadé, enfin il le dit, il le démontre, que le courant bonapartiste s'est réincarné autour de personnalités qui n'ont aucun rapport familial avec la dynastie napoléonide. Et il dit la première réincarnation pour René Raymond, c'est le boulangisme autour du général Boulanger, donc dans les années 1880. Puis il dit il y a une deuxième réincarnation, René Raymond Dixit, c'est les ligues Jeunesse patriote, Croix de feu, etc. des années 1930. Et troisième et réincarnation décisive et réelle aux yeux de René Raymond, Charles de Gaulle et les partis gaullistes du RPF au RPR. Voilà. Alors, si on regarde les choses de plus près, c'est pas si convaincant que ça. Parce que si vous regardez le boulangisme, alors le boulangisme, je vous rappelle, un général qui avait un beau cheval noir. Bon, à un moment donné, il a rassemblé autour de lui une coalition tout à fait hétéroclite, des royalistes, des bonapartistes, qui en a, des rescapés de la Commune de Paris, des anarchistes même, toutes sortes de gens extrêmement différents autour de lui. Et à un moment donné, bon, on l'appelait à marcher sur l'Élysée. Il n'a pas voulu marcher sur l'Élysée et il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles, ce qui est pas, ce qui est pas vraiment un homme de coup d'État, parce qu'un homme de coup d'État fait pas ça, hein. Il est trop sentimental pour faire un coup d'État. Mais disons que le boulangisme a été baptisé bonapartiste. Alors Boulanger a toujours refusé ça. Il dit je suis un bon républicain. Je suis pas du tout bonapartiste. Alors, qu'est-ce que c'est donc que le boulangisme? Bah, le plus récent historien du boulangisme, c'est Bertrand Joly, qui fait une somme de 900 pages sur le boulangisme. Il a asséché le terrain pour longtemps. Et Bertrand Joly dit en fait, Boulanger est le seul boulangiste. Boulanger, c'est un menteur pathologique. C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il veut selon l'auditoire et il change de discours. Il dira qu'il est pour l'anarchie à un anarchiste, qu'il est vive Napoléon à un bonapartiste, vive le roi à un royaliste, vive la République à un républicain. Donc il peut changer sans arrêt de discours. Donc il y a pas de contenu idéologique au boulangisme. Le seul contenu, c'est je veux aller au pouvoir. Pour le reste, je suis prêt à dire ce qu'il faut dire pour aller au pouvoir. Donc, évidemment, il y a des bonapartistes qui le suivent à un moment donné, mais le mouvement est financé par la duchesse d'Uzès, donc qui est quand même la grande fortune qui soutient les royalistes. Donc, il y a aussi des rescapés de la commune et même certains socialistes qui le soutiennent. Donc, c'est quelque chose qui va se désagréger. Mais le boulanger, c'est finalement un porte-manteau où tout le monde a accroché sa veste à un moment donné, les bonapartistes bien sûr, mais c'était loin d'être les éléments principaux de cette coalition qui de toute façon se désagrège très vite puisque le boulanger n'avait qu'un programme négatif, on dissout l'Assemblée et après on révisera la Constitution. Et après, ben, on verra bien. Donc évidemment, alors tous les gens se concentrent, oui, il faut dissoudre, il faut réviser, mais qu'est-ce qu'il propose, on ne le sait pas. Puisqu'il veut réviser la Constitution, mais pour mettre quoi? Il n'a jamais dit ce qu'il voulait mettre quoi à la place. Donc voilà. Donc le truc se désagrège très très vite. Alors les ligues des années 30. Là aussi, c'est assez discutable. La ligue la plus structurée, de très loin, c'est l'Action française. Très loin, c'est vraiment quelque chose de très, très bien structuré idéologiquement et organisationnellement, mais c'est une formation monarchiste. Le but, c'est de faire revenir les Orléans, donc le comte de Paris, au pouvoir.
C'est absolument pas une formation bonapartiste. Ce sont des monarchistes à l'ancienne, donc on ne peut pas les classer là-dedans. Le Parti social français du colonel de La Rocque, c'est plutôt un parti dont le nationalisme est évidemment une composante, mais le catholicisme social en est une autre. Donc faut-il le classer parmi les bonapartistes? Lui-même s'en est jamais revendiqué. Donc là aussi, ça paraît un petit peu facile. Et de plus, le phénomène des ligues est trop éphémère. Ça dure en fait quelques années avant de se désagréger à partir de 1936. Et le Parti social français, qui a été le plus grand parti de l'histoire de France, 1 million d'adhérents, réels, hein, pas des adhérents bidons, on a les talons de chèque. Le Parti social français, qui aurait dû être le favori du scrutin parlementaire de 1940 si les élections avaient eu lieu, comme vous le savez, elles n'ont pas lieu pour cause de guerre, et le Parti social français va se désagréger pendant la guerre. De La Rocque rentre de déportation, il décède très vite après en 46, et son parti va se désagréger. La plupart des anciens du PSF vont se retrouver en revanche dans le gaullisme. Et donc c'est sans doute autour du gaullisme que l'analogie gaullisme-bonapartisme fonctionne le mieux. Le premier qui avait fait cette analogie, c'est Raymond Aron, pendant la Seconde Guerre mondiale. René Raymond l'a continué, mais d'autres historiens l'ont fait. Alors, effectivement, vous avez des analogies troublantes. Hein. Le 13 mai 58, ça tient du 18 Brumaire. Pas vraiment, mais un peu quand même. Un militaire prestigieux, avec une forte personnalité, qui émerge dans une situation de crise. Alors, De Gaulle émerge en 1940, dans la pire situation qu'ait connue la France depuis la guerre de 100 ans, comme Napoléon émerge dans les crises post-révolutionnaires. Bon. Donc voilà, une volonté de moderniser la France sur le plan économique, une combinaison d'autorité et d'appui populaire. Ce ne sont pas des centristes, mais ils veulent gouverner en position centrale. Une volonté de concilier l'ordre et le mouvement. Hein, ce que disait De Gaulle dans une célèbre conférence de presse en 1965, la France, ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite. La France, elle est en position centrale. Et on peut aussi ajouter que 82% de oui au référendum sur la constitution de la Ve République, une constitution au départ soutenue par la majorité du Parti socialiste, un gouvernement initial qui comporte des démocrates chrétiens, des gaullistes et même un socialiste Bouloche à l'éducation nationale. Donc vous avez là une équation qui apparaît finalement assez juste. Pour autant, l'analogie est limitée. Et René Raymond le constate lui-même, ça ne marche guère que sur le plan des thèmes qui sont communs. Le 13 mai n'est quand même pas le 18 Brumaire. De Gaulle est quand même investi par l'Assemblée, avec le soutien de la plupart des partis politiques, pas tous, mais la plupart, hein, de la SFI à la droite, en passant par les démocrates chrétiens et les autres. Il n'y a guère que les communistes, Mitterrand et Mendès France, qui refusent l'investiture. Le référendum du 28 septembre 1958, c'est pas un plébiscite comme en décembre 99. Le non fait quand même à peu près 20% des voix, donc c'est pas non plus quelque chose sous contrôle. Dans les institutions, il y a une forte dose de parlementarisme, et elles ont elles-mêmes énormément évolué depuis 60 ans. Donc le parallèle n'est pas forcément convaincant. Reste que certains historiens, pré-René Raymond, continuent à estimer que le passage des deux Napoléons au pouvoir, donc le premier et le numéro 3, ça a engendré une tradition politique, une culture politique. C'est-à-dire un mélange de pouvoir personnel, rejet du parlementarisme, quête de soutien populaire, et cette tradition politique, à défaut d'être continuée ou perpétuée par quelqu'un qui porte le nom Bonaparte, ça a été assumé par différents hommes providentiels qui ont pu s'appeler Georges Clemenceau, Charles de Gaulle, mais même à la limite Philippe Pétain en 1940. Et c'est peut-être là qu'il faut creuser avant que je passe à la conclusion. Vous avez un historien qui s'appelle Jean Garrigue, qu'on voit souvent à la télévision, trop souvent à mon avis, puisque bon, il travaille plus beaucoup, mais bon, ça c'est une autre histoire. Jean Garrigue a consacré de nombreux livres à ce qu'il appelle le phénomène de l'homme providentiel. Alors c'est quoi l'homme providentiel? C'est une personnalité qui peut être déjà connue ou pas très connue, peu importe, il faut quand même en général qu'elle soit déjà connue avant, qui va cristalliser autour d'elle, dans une situation de crise profonde, une très large adhésion, et une large adhésion au-delà des clivages politiques. Disons, elle ne fait pas disparaître, mais elle surmonte les clivages politiques, et en particulier le clivage de gauche-droite. Et donc, dans ces hommes providentiels, évidemment, il y a Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte en 1799, il y a Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, mais on pourrait dire, il y a Georges Clemenceau,
qui incontestablement fait partie de cette lignée, Charles de Gaulle en 1940 ou en 1958, mais on pourrait aussi dire Winston Churchill en 1940, Franklin Roosevelt surtout en 1936 et 1940, d'une certaine façon Hitler pendant les 5 premières années, qui rassemble effectivement énormément les Allemands entre 33 et 38, Pétain en 1940 qui rassemble, et donc quand on regarde cette liste évidemment de gens extrêmement hétérogènes, délibérément, qu'est-ce qu'ils ont comme commun? C'est effectivement de rassembler très largement et d'apparaître comme des sauveurs, c'est ça l'homme providentiel, en situation de crise profonde. Et il est vrai que même si vous trouvez des hommes providentiels dans de nombreux pays, Churchill en fut un, Roosevelt en fut un, de toute façon aux États-Unis. Mais il est vrai que cette forme de l'homme providentiel, elle est quand même beaucoup plus récurrente en France que dans d'autres pays. Vous trouvez plus d'hommes providentiels que dans d'autres pays. Alors René Raymond, il dit, c'est à cause de la culture bonapartiste. On peut dire que, moi je donnerais personnellement une explication différente. Alors on peut dire qu'il y a une immaturité politique chronique de la France, certains disent ça, qui fait qu'il faut sans arrêt se confier à un personnage qui pourrait résoudre tout seul telle ou telle crise, ce qui fonctionne rarement. On peut dire aussi qu'il y a un incontournable besoin d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose de plus sérieux. Un courant politique qui n'est pas incarné par une personne forte, il se délite d'une certaine façon. Il y a aussi une troisième explication, c'est la difficulté d'imaginer des institutions adaptées à chaque peuple et aux différents moments que traverse chaque peuple. Chaque peuple traverse des moments, et donc trouver la formule institutionnelle adéquate est toujours quelque chose d'assez difficile. Alors vous allez me dire, on est allé assez loin des Napoléons et des Bonaparte. Je ne crois pas, parce que d'une certaine façon, moi, pour conclure, je dirais, je ne pense pas que le bonapartisme ait survécu comme courant politique à la mort du prince impérial en 1879. Aurait-il survécu? Peut-être une autre histoire se serait-elle écrite, mais on ne peut pas écrire une histoire qui n'a pas eu lieu. Donc ce courant s'est éteint, et les différentes tentatives de le ressusciter, appel au peuple, etc., n'ont guère de succès, au moins pour l'instant. En revanche, il y a une vraie question, c'est que Napoléon avait prétendu trouver une formule, c'est la formule d'ailleurs du drapeau brésilien, hein, ordre et progrès. Vous trouvez sur le drapeau de la République du Brésil, qui est une formule du philosophe Auguste Comte, d'ailleurs, ordre et progrès, qui vise à concilier l'ordre, alors dans ses manifestations, je dirais, les plus triviales, hein, l'ordre, vous sortez dans la rue sans risquer de vous faire poignarder ou attaquer, bon, l'ordre c'est d'abord ça, et le progrès, c'est-à-dire la capacité à assurer à la masse de la population une perspective positive, et d'une certaine façon, Napoléon Ier a su le faire, au moins dans les années du Grand Consulat, qui sont quand même les années de réussite complète, de refonte complète du pays en quelques années. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, a réussi à le faire aussi, clairement. Là aussi, aurait-il été moins malade, aurait-il évité la guerre franco-allemande, peut-être que son régime aurait pu s'enraciner, c'est tout à fait possible, parce qu'en termes de progrès économique, c'est la grande époque de l'industrialisation de la France, hein, le Second Empire, de la modernisation, qu'on pense au Paris de Haussmann, aux grandes gares de chemin de fer, mais aussi à la légalisation du droit de grève des mutuelles, tout ça c'est le Second Empire. D'une certaine façon, les deux Napoléons ont trouvé un équilibre dans cette formule. Et on peut dire que d'autres qui ne sont pas du tout de la famille Napoléon, ni rattachables à cette tradition, Georges Clémenceau, Charles de Gaulle à certains moments, ont réussi eux aussi à garder cette tradition. Et donc la question du bonapartisme, derrière la question du bonapartisme, il y a, je crois, la question de la personnalité dans un pays comme la France qui a une si longue histoire, une histoire si agitée, peut-on dire, de la personnalité qui est capable à un moment donné de concilier tout ça et d'agir en position centrale. Alors vous l'avez compris, on n'est pas vraiment dans cette situation-là aujourd'hui. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Mais je pense que peut-être est-ce là le legs du bonapartisme, le legs pas forcément voulu par Napoléon Ier ou Napoléon III, mais qu'ils ont légué la nostalgie ou l'idée, le souvenir, même par des livres, qu'il peut exister des moments où un pouvoir peut réussir à concilier ce qui semble contradictoire et à gouverner en position centrale. Napoléon Ier, vous le savez, c'était ni bonnet rouge, ni talon rouge, ni jacobin, ni partisan de l'Ancien Régime. Et donc, il arrive à tracer une position sans être vraiment dans la position du parti du juste milieu que vous avez là. C'est pas non plus le règne des gens qui vont bien simplement, voilà,
leur embonpoint indique qu'ils vont bien. Donc je pense que c'est peut-être dans cette quête-là qu'il faut s'interroger sur la persistance ou non du bonapartisme. Mais vous voyez qu'on est sorti de la dynastie pour passer à des considérations beaucoup plus générales. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps et donc je vais m'arrêter là pour vous laisser peut-être quelques réflexions sur ces questions-là. Voilà, merci de votre attention. Merci. C'était très intéressant, je dirais même très original parmi nos conférences. On va s'autoriser de lui poser 2-3 questions. Je voudrais vous poser une question sur on a dit que De Gaulle avait tenté de mettre au pouvoir le comte de Paris, donc un descendant napoléonien. Qu'en est-il en réalité? Alors, il a eu une correspondance avec un descendant des Orléans, hein, c'est la famille le comte de Paris. Donc, il y a un gros volume de correspondance que le comte de Paris a publié. Hein, il y a 400 pages d'échanges de lettres, où à un moment donné, c'est vrai, De Gaulle lui dit, préparez-vous au cas où. Mais voilà, bah, c'est le propre des grands politiques d'avoir plusieurs cordes à leur arc. En même temps, De Gaulle dit aussi à certains de ses proches que, qu'on le veuille ou non, la République est le régime qui restera en France. Il n'y a pas de possibilité de restauration monarchique. Ce qui n'a jamais pas empêché De Gaulle, à un moment donné, de dire au comte de Paris, préparez-vous, voyez s'il pourrait vous présenter aux élections après moi. Et donc, le comte de Paris, visiblement, a pris ça au sérieux. Donc, il a travaillé, bon, sans grand succès, comme vous le savez. Mais est-ce que pour autant, c'était un projet politique réfléchi, mené avec conséquence jusqu'au bout? Non. Mais c'est une éventualité qu'il a effectivement sans doute effleuré à un moment donné. Bon, il s'interrogeait sur sa succession. Mais il s'agissait là non pas de quelqu'un de la famille Napoléon, mais d'un descendant des Orléans. Et les descendants de Napoléon actuels, si on parle de la Corse, évidemment, a longtemps été phagocytée par les Napoléoniens, jusqu'à Charles Napoléon, qui est devenu Charles Bonaparte. Et aujourd'hui, donc, c'est son fils qui gère la famille impériale. Quid de la suite? Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Son fils, il était présent lors des commémorations du l'anniversaire hein, en 2021, c'est ça? Oui, pour le bicentenaire napoléonien. Et donc, on l'a vu, donc, il vit à Londres, si mes renseignements sont bons. Il a épousé une Autrichienne, parce qu'après tout est dans l'histoire familiale. Il est trader à la City de Londres. Ça, c'est bon. Voilà. Bon, après, il n'est pas, semble-t-il, voué à jouer un rôle politique. Le seul qui a essayé de le faire, mais semble-t-il avec un faible succès, c'est le descendant du Joachim Murat, qui porte le même nom que le maréchal, qui s'est présenté sur une petite liste dite souverainiste, là, à ce scrutin européen. Petite liste là, qui n'a pas eu les moyens de faire imprimer des bulletins partout et qui a eu un score extrêmement modeste. Mais en numéro 3 sur cette liste, il y avait effectivement un Joachim Murat qui était, voilà, qui dit je suis le descendant de la famille du maréchal Murat. Voilà. Et donc là, on a une volonté de jouer un rôle politique. Mais voilà, tout le problème, c'est que vous avez un paysage politique en pleine désagrégation, faut le dire, qui va se recomposer sur je ne sais pas comment, ni quand ni comment, mais qui fait que c'est extrêmement difficile quand tout bouge d'avoir des repères fermés. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, le parti L'Appel au peuple qui soutenait cette liste souverainiste, qui est le parti bonapartiste le plus, je dirais le plus ambitieux dans ses projets, puisque le parti corse, c'est une spécialité corse, quoi. Voilà, c'est comme le Cap Corse, le Figatelou, d'autres choses. Voilà. Mais l'appel au peuple veut jouer un rôle, semble-t-il, plus important, mais il n'a pas trouvé, enfin, moi je n'en suis pas membre, hein, donc je ne sais pas, la combinaison qui permet de s'imposer ou d'avancer un peu plus dans l'opinion publique. Merci.